Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'insuffisance respiratoire chronique. Comme généralité et définition, l'insuffisance respiratoire, c'est l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer les échanges gazeux. D'accord. Le poumon est incapable d'assurer les échanges gazeux. À l'état normal, bien sûr, c'est à l'état normal. Ça veut dire pas en cas d'exacerbation ou en cas d'effort. C'est à l'état normal. Et il y a l'hypoxémie et éventuellement une hypercapnie. Hypercapnie à cause de l'épuisement. L'insuffisance respiratoire chronique, c'est la PaO2 dans le sang artériel. Bon, la définition de l'insuffisance respiratoire chronique est gazométrique. Le diagnostic est gazométrique. La PaO2 dans le sang artériel, d'accord, abaissé. Elle est abaissée, c'est l'hypoxémie. L'hypoxémie, le seuil est 70%. D'accord, 70%. Elle est moins de 70% de PaO2 en air ambiant. Pas en cas de oxygénothérapie, au repos, pas en effort et à l'état stable et retenu pour parler de l'insuffisance rénale, quel que soit le niveau de PaCO2. D'accord. L'hypoxémie, il y a différence entre hypoxémie et hypoxie. L'hypoxémie, c'est diminution de pression partielle en eau dans le sang artériel. Si on a trouvé une PaO2 diminuée, c'est l'hypoxémie. S'il y a une hypoxie, c'est l'insuffisance respiratoire, mais au sens cellulaire du terme, comme l'anémie. Là, on a dans les cellules, mais l'hypoxémie, c'est dans le sang artériel. Bon. L'insuffisance respiratoire chronique est toujours secondaire à une pathologie sous-jacente. Il y a toujours une pathologie qui a engendré l'insuffisance respiratoire chronique. Son tableau clinique dépend de l'affection causale. Et sur l'affection causale, on va trouver le tableau clinique et les symptômes de l'insuffisance respiratoire chronique. Les mécanismes de l'hypoxémie. L'insuffisance respiratoire chronique est caractérisée par une hypoxémie qui est chronique, parce qu'on parle de chronicité. Hypoxémie aiguë ou chronique, il y a 3 mécanismes physiopathologiques. Bon, c'est mieux de faire un schéma, mais premièrement, c'est l'inadéquation ventilation-perfusion. Il y a 3 mécanismes physiopathologiques de l'hypoxémie. L'hypoxémie, elle est due à l'indéquation de ventilation-perfusion. La ventilation, d'accord, c'est les alvéoles. La perfusion, c'est la circulation sanguine. Ou anomalie de vapeur, ventilation sur perfusion. Ou ventilation sur le débit. L'hypoventilation. Le premier cas, c'est l'inadéquation entre le rapport. Le deuxième cas, il y a une hypoventilation alvéolaire. C'est normal, hypoventilation, hypoxémie. L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire. Où il y a un problème dans la surface d'échange. S'il y a un problème dans la surface d'échange, on peut trouver une hypoxémie, c'est normal. Pour le premier cas, c'est l'inadéquation de ventilation-perfusion. Le premier cas, c'est l'effet Shunt. C'est quoi l'effet Shunt? Bon, il y a l'effet Shunt et le Shunt vrai. L'effet Shunt, l'oxygénothérapie peut corriger l'hypoxémie, d'accord, dans l'effet Shunt. Mais dans le Shunt vrai, l'oxygénothérapie ne peut pas corriger l'hypoxémie. Bon, l'effet Shunt, certaines parties pulmonaires sont perfusées, normalement mais mal ventilées. Bon, dans l'état de l'embolie pulmonaire, d'accord, il y a un obstacle. L'obstacle au niveau de l'artère. L'obstacle au niveau de l'artère, ça veut dire, je vais schématiser. Il y a un obstacle au niveau de l'artère. Ça veut dire, si parties pulmonaires sont perfusées, attendez, c'est l'espace mort, je m'excuse. Bon, certaines parties pulmonaires sont perfusées normalement, mais mal ventilées. Bon, rien. Ici, dans les poumons, il y a 3 étages, d'accord, les 3 étages. Les étages sont hypoventilés, d'accord, à cause de gravité. Mais ils sont perfusés, normal, sont perfusés, mais ils sont hypoventilés. C'est un effet Shunt. Certaines parties pulmonaires sont perfusées normalement, mais mal ventilées. Comme le cas de la gravité, parce que les sommets sont moins ventilés. Pathologie touchant les voies aériennes distales.
Bon, je m'excuse على هذيك تاع les féchantes, d'accord. Bon, نبداو من début. Les féchantes, il y a les féchantes. Certaines parties pulmonaires sont perfusées normalement mais mal ventilées. هذا le cas de l'embolie pulmonaire. عندنا premièrement اللي فيه espace mort. Bon, نهضر شويه على l'embolie pulmonaire après نروحو les féchantes. عندنا l'embolie pulmonaire. Il y a obstruction. هادو les parties sont moins ventilées, moins perfusées et bien ventilées. D'accord. On a d'autres parties, les canaux bien ventilés, mais mal perfusés. Pourquoi? Il y a normalement toute la perfusion normale, mais parce que le sang hésite vers les parties parce que le sang marche vers les parties, il va vers l'autre partie, tout est bien perfusé. Il y a normalement ventilé normal, mais tout est moins perfusé. Pourquoi? Parce que le sang zède فيها يعني هذيك l'hyperperfusion et la normoventilation ترجعنا genre un effet chante. D'accord, كيما هنا قلت لكم في لي سومي genre تولي un effet chante parce que هذاك le sang يروح vers هذوك les parties اللي يكونوا perfusés يكونوا normoventilés, d'accord, surtout les sommets, et يكونوا يولوا hyper perfusés, d'accord. هذا l'effet chante. Effet chante, certaines parties pulmonaires sont perfusées normalement mais mal ventilées. Pathologie touchant les voies aériennes distales. C'est le cas. On a les pathologies qui touchent les voies aériennes distales, comme la PPCO et l'asthme. La PPCO, c'est un trouble ventilatoire obstructif et l'asthme irréversible. Irréversible sans bronchodilatateur. Et l'asthme, c'est un trouble ventilatoire obstructif réversible sans bronchodilatateur. Dans la PPCO et l'asthme, il y a des parties qui sont bien perfusées, mais ils sont mal ventilées. Pourquoi? Parce que ce sont des pathologies des voies aériennes distales comme la PPCO et l'asthme. L'anidéquation va donner une hypoxémie et une hypocapnie. D'accord? Il y a une hypoxémie à cause de la pathologie des voies aériennes supérieures. Je m'excuse, distale. Après, suite à l'hypoxémie, il y a une hyperventilation. L'hyperventilation, c'est l'hypocapnie. L'hypercapnie dans un stade avancé où il y a l'épuisement. Et on donne l'oxygénothérapie, il corrige l'hypoxémie dans l'effet chante. Pour le chantevré, lorsqu'il existe une communication anatomique vasculaire droite-gauche, anatomique, par exemple, il y a un foramen ovale perméable. Il y a sont des cardiopathies congénitales. Les cardiopathies congénitales, les malformations artério-veineuses, où il y a lorsque certaines unités pulmonaires sont perfusées normalement mais non ventilées. Dans ce cas, ne sont pas ventilées, mais ils sont perfusés. C'est un chantevré fonctionnel. Dans le cas, c'est fonctionnel. Dans l'autre cas, c'est anatomique congénital. On résout d'un obstacle bronchique où il y a un obstacle comme une atélectasie. D'accord, atélectasie, ça veut dire attraction du lobe ou du poumon, en raison d'un comblement alvéolaire. Le comblement alvéolaire, à cause de l'OAP, il y a un liquide, pneumonie, inflammation, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Dans ce cas, il n'y a pas de ventilation, mais il y a une perfusion. C'est le chantevré. Pour l'hypoventilation alvéolaire. Bon, dans l'inadéquation, bon, on a parlé de l'inadéquation ventilation-perfusion. Maintenant, on va parler de l'hypoventilation alvéolaire. Une diminution de renouvellement de l'air alvéolaire. Il y a un problème de renouvellement de l'air alvéolaire qui va engendrer une hypercapnie, d'accord, plus de 45 et une hypoxémie. Dans ce cas, il y a une hypercapnie. Le premier cas, il y a une hypoxémie et hypocapnie. Dans ce cas, il y a une hypercapnie. Parce que l'hypoventilation, c'est normal. Si on hypoventile, il y a une hypercapnie. L'hypoventilation, elle est engendrée par, si elle est alvéolaire pure, ça veut dire son atteinte de bronchopulmonaire. Il n'y a pas d'atteinte du parenchyme bronchopulmonaire. Ça veut dire que c'est une hypoventilation pure, alvéolaire pure. C'est juste les alvéoles. Dans l'autre cas, il y a une atteinte alvéolaire plus une atteinte bronchopulmonaire. L'atteinte alvéolaire des maladies de la commode respiratoire ou le système neuromusculaire respiratoire. Dans ce cas, ce sont des maladies. Ce sont des atteintes centrales.
D'accord? Sont des maladies de la commande. Maladie centrale, maladie neuromusculaire, c'est l'hyperventilation alvéolaire pure. Mais dans l'autre cas, se voit quand les unités pulmonaires restent ventilées, mais sont moins perfusées. C'est le cas, comme l'embolie. Si les unités pulmonaires sont ventilées normalement, mais sont moins perfusées à cause d'une obstruction comme l'embolie, où il y a des territoires emphysémateux. Emphysème, c'est la destruction, d'accord, des destructions des alvéoles. La destruction des alvéoles va engendrer une diminution de la ventilation. L'emphysème, c'est une maladie pulmonaire avec une destruction des voies aériennes distales. Le troisième cas, c'est l'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire. L'altération de la diffusion des gaz peut être liée à une augmentation de l'épaisseur. Dans le cas où il y a une augmentation de l'épaisseur de la membrane, comme les pneumopathies interstitielles diffuses, ça veut dire qu'il y a des dépôts, des matières au niveau de l'interstitium. Dans le cas où il y a une réduction du leg vasculaire, comme le cas de l'emphysème, d'accord, où il y a une destruction dans l'emphysème, d'accord, cette atteinte ne se traduit par une hypoxémie et une normocapnie. Dans le cas, il y a une hypoxémie, mais il n'y a pas l'hyperventilation, c'est le normocapnie. Bon, dans le cas, cette atteinte se traduit par une hypoxémie et une normocapnie, car la diffusion de CO2 est 20 fois plus importante que l'O2. Dans le cas de l'HTP, pour l'HTP, il y a une augmentation de la pression. Avec l'augmentation de la pression, il y a diminution de flux, diminution des échanges gazeux, ça veut dire diminution de l'oxygène. Les mécanismes de l'hypercapnie. Pour l'hypercapnie, la PaCO2 dépend de la ventilation alvéolaire. Hypoventilation, hypercapnie. D'accord? Deux mécanismes, hypoventilation. Atteinte de la pompe ventilatoire ou la commande centrale. Il y a un problème central commun ou il y a un problème de la pompe ventilatoire. Ou il y a une hétérogénéité des rapports ventilation sur perfusion. D'accord, c'est deux mécanismes de l'hypercapnie. Atteinte de la pompe ou déséquilibre entre le rapport. L'hypoxémie, pour l'hypoxémie, les conséquences physiopathologiques de l'hypoxémie. Il y a premièrement la polyglobulie, due à la production par le rein d'érythropoïétine. Ainsi que s'il y a une hypoxémie, il y a une augmentation du globule rouge à cause de l'augmentation de l'érythropoïétine. Entraîne une hypervissosité. Imaginez l'érythropoïétine. Il entraîne une hypervissosité. L'hypervissosité va engendrer des thromboses artérielles ou veineuses. La rétention hydrosodée, pour la rétention hydrosodée, bon, l'hypoxémie, d'accord, elle va engendrer la rétention hydrosodée, elle est attribuée à des anomalies de régulation de facteurs natriurétiques. d'accord, يعني هذه الهيبوكسيميا راح تصل للفاكتور ناتريوريتيك حدير لي ان ريتونسيون هيدروسودي جور هذا لو ميكانيزم spécifique les facteurs natriurétiques. S'il y a une hypoxémie, il y a problème dans la régulation de la facteur natriurétique, un problème est une rétention hydrosodée. Bon. On a parlé de la rétention hydrosodée. Bon. Premièrement, le facteur natriurétique. Le facteur natriurétique en cas d'hypoxémie. Le facteur natriurétique en cas de l'hypoxémie, on sait que l'hypoxémie va engendrer une surcharge sur les cavités droites. La surcharge sur les cavités droites, surtout à cause de l'HTP, va stimuler les facteurs natriurétiques à cause de surcharge. Le facteur natriurétique va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone. Il y a une rétention hydrosodée. L'hypertension pulmonaire secondaire à l'hypoxémie. C'est une hypertension pulmonaire de type précapillaire. S'il y a de l'hypoxémie, c'est précapillaire. D'accord. Précapillaire, l'augmentation de la post-charge du VD. En cas d'augmentation de post-charge de VD, qui aboutit à un développement du corps pulmonaire chronique. Bon, le corps de l'HTP avec dilatation et hypertrophie de VD. Bon.
il y a une surcharge sur le VD. Le VD, pour vaincre cette surcharge, il va s'hypertrophier. Et à un stade avancé, on peut trouver une insuffisance cardiaque droite. D'accord, c'est surtout l'augmentation de la post-charge. Dans le corps gauche, dans le VG, s'il y a une augmentation de post-charge, le corps va s'hypertrophier. D'accord. Comme dans le rétrécissement mitral, c'est une hypertension pulmonaire de type post-capillaire. D'accord, parce que c'est le corps gauche, après les veines pulmonaires, après les poumons, après l'artère pulmonaire. Mais dans ce cas, c'est précapillaire, parce que la post-charge, elle est sur le VD, qui aboutit à un développement du corps pulmonaire chronique, avec dilatation et hypertrophie de VD. Conséquence de l'hypercapnie. Conséquence de l'hypercapnie chronique. S'il y a une hypercapnie chronique, n'est pas au peu nocif tant que le pH est normal. Si le pH est normal, l'hypercapnie, elle n'est pas nocive. Si on pratique la survenue d'un épisode aigu rentre à le pH acide. S'il y a un épisode aigu, on peut trouver un pH acide, car le rein n'a pas le temps de tamponner. Dans le cas, il n'y a pas de temps. C'est ça le problème, il n'y a pas de temps de tamponner l'acidose. D'accord, il n'y a pas de temps. Pour les étiologies de l'insuffisance respiratoire chronique. Premièrement, il y a une insuffisance respiratoire chronique liée à une atteinte de l'échangeur. Le problème, c'est l'échangeur. Dans ce cas, la première cause de l'insuffisance respiratoire chronique, c'est l'atteinte de l'échangeur. L'échangeur pulmonaire, c'est quoi l'échangeur pulmonaire? C'est les voies aériennes périphériques et la zone des échanges gazeux. Bon, on a les voies aériennes périphériques et les zones des échanges. D'accord, il y a deux zones, les zones des échanges gazeux. On distingue les pathologies touchant préférentiellement. Bon, il y a deux voies. Il y a les voies aériennes, il y a les régions alvéolaires. S'il y a atteinte de la voie aérienne, comme la PPCO, les bronches, en cas de bronche, il y a dilatation de bronches, mycovésudose, sécrétion de mucus, bronchiolite, inflammation du bronchiole. Si c'est une atteinte des voies aériennes supérieures. Des voies aériennes, je m'excuse, des voies aériennes. Mais dans l'autre cas, on parle des régions alvéolaires. C'est les pneumopathies interstitielles, c'est entre les alvéoles. D'accord. Les deux, c'est la première cause de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance respiratoire chronique. C'est une atteinte de l'échangeur pulmonaire. Dans ce cas, on peut trouver un syndrome obstructif, en cas de PPCO, en cas de dilatation de bronche, en cas de mycovésudose, ou un syndrome restrictif, il y a une restriction, il y a de la fibrose, ou mixte. Dans ce cas, l'hypercapnie, elle est tardive. D'accord, dans ce cas, l'hypercapnie, elle est tardive. Parce qu'il y a l'hyperventilation, l'hypocapnie, mais l'hypercapnie, c'est dans les stades avancés. Un tiré d'OLD, de l'oxygène. Dans ce cas, on donne l'OLD pour corriger l'hypoxémie. Il y a un problème de l'hypoxémie, on donne l'oxygène à longue durée. Dans ce cas, la PaCO2, elle reste longtemps normale du fait de l'hyperventilation réflexe. Dans l'autre cas, il y a une insuffisance respiratoire liée à une atteinte de la pompe ventilatoire. Dans ce cas, il y a un problème de la pompe ou de la commande centrale. D'accord. Il y a deux cas, un problème de la pompe ou il y a un problème de la commande centrale. Dans le premier cas, l'atteinte de la pompe ventilatoire. C'est quoi la pompe? C'est les parois thoraciques, c'est les côtes, c'est les muscles respiratoires, etc. L'altération de cette pompe ventilatoire entraîne une insuffisance respiratoire chronique. Le fonctionnement de cette pompe peut être altéré par différents mécanismes parfois associés. C'est quoi ces mécanismes? Premièrement, il y a diminution de la commande ventilatoire. En cas d'AVC, accident vasculaire cérébral. Ainsi que l'AVC se retenter sur le cerveau, il y a une diminution de la commande parce qu'il y a une atteinte centrale. Dans l'autre cas, il y a une pathologie neuromusculaire. Il y a des pathologies dans les muscles, comme l'atteinte de muscles, myopathie, lésions spénales, sclérose latérale amyotrophique, ça veut dire des maladies dégénératives des motoneurones. Dans l'autre cas, il y a une augmentation de la charge imposée par la paroi thoracique. Par exemple, cette surcharge, elle est due
à la kyphoscoliose. La kyphoscoliose, on sait que c'est une déformation thoracique. D'accord? En entonnoir, c'est le kyphoscoliose. Bon, obésité. En cas d'obésité, même l'obésité va augmenter la surcharge sur la paroi. Dans ce cas, si dans l'OFR, on va trouver un trouble ventilatoire restrictif. C'est le problème de restriction. Parce que ça gêne, d'accord, ça gêne la pompe. L'hypercapnie, elle est précoce dans ce cas. Bon, on va commencer par l'hypoxie. L'hypoxémie. Ah, il y a une hypoxémie, c'est normal parce qu'il y a une hypoventilation. Mais l'hypercapnie, dans ce cas, elle est précoce. Et on utilise la VNI. Pourquoi? Parce que la VNI, elle corrige l'hypercapnie. D'accord? La VNI, c'est surtout pour l'hypercapnie. Et l'OAD, c'est surtout l'oxygène. L'autre cas, c'est insuffisance respiratoire chronique liée à une maladie vasculaire, liée à les artères pulmonaires. Il s'agit des hypertensions pulmonaires primitives et des HTP secondaires. Dans ce cas, l'insuffisance respiratoire chronique est liée à une maladie vasculaire. Le problème, c'est dans les artères pulmonaires. Il s'agit des hypertensions pulmonaires. On sait que l'hypertension dans l'artère pulmonaire, il y a primitive et secondaire. Dans ce cas, l'insuffisance respiratoire, elle est liée à cette hypertension. Le diagnostic et l'évaluation, on peut commencer par les symptômes. Les symptômes en rapport avec l'insuffisance respiratoire chronique proprement dite. Premièrement, la dyspnée, d'accord? Et la dyspnée, elle est sous la classification de MMRC. C'est un signe constant. Insuffisance respiratoire chronique, c'est égal à la dyspnée d'aggravation progressive. C'est un signe constant avec une aggravation progressive. Les troubles neuropsychiques, bien sûr, parce que imaginez un malade qui est atteint de l'insuffisance respiratoire chronique. On peut trouver des maladies neuropsychiques, il y a des troubles de la mémoire, il y a des troubles de concentration, jusqu'à un syndrome dépressif. Il y a d'autres symptômes avec la pathologie initiale, d'accord? Parce qu'il y a toujours une pathologie initiale qui donne l'insuffisance respiratoire chronique. La toux, en cas de bronchite. En cas de bronchite, on sait qu'il y a une toux et expectoration. Mais en cas de fibrose, il y a la toux sèche, d'accord? Les signes physiques. Pour les signes physiques, signes cliniques en rapport avec l'insuffisance respiratoire chronique proprement dite. Bon, on a parlé des symptômes, des signes fonctionnels. Maintenant, les signes physiques. Les signes cliniques en rapport, il y a premièrement la cyanose. La cyanose, c'est l'hypoxie. L'hypoxie. C'est l'hypoxie. C'est un constant et peu d'intérêt, mais il est grave. C'est la coloration bleue. Stade évolué de l'insuffisance signes physiques. Bon, dans les stades évolués, les stades avancés, on peut trouver des signes de l'insuffisance auriculaire droite, l'insuffisance cardiaque droite. Bon, pour les signes de l'insuffisance cardiaque droite, c'est surtout la rétention hydrosodée. La rétention hydrosodée, on peut trouver des déregescences dégégulaires au niveau du cou. Il y a des odèmes. Il y a prise de poids à cause de l'odème, un reflux hépatogégulaire, d'accord, le reflux hépatogégulaire, c'est les signes droits, d'accord, les déregescences dégégulaires, les signes cliniques en rapport avec la pathologie initiale. S'il y a une PPCO, dans la PPCO, il y a la distension thoracique. On sait que dans la PPCO, c'est la distension thoracique parce que l'air, c'est une maladie expiratoire. Comment dirais-je? L'air ne peut pas sortir. C'est pour ça qu'il y a une distension thoracique. Il y a une diminution bilatérale du murmure vésiculaire chez un patient tabagique. Bon, il y a un patient tabagique. Il est tabagique et il a de la bronchite chronique. D'accord? Bon, inflammation des bronches, elle est chronique. On peut trouver une diminution bilatérale du murmure vésiculaire dans ce cas. Pour la fibrose, bien sûr, la fibrose, c'est les crépitants. Bon, on a dit, et patient tabagique aux antécédents de bronchite chronique, et là, une diminution des murmures vésiculaires à cause des destructions des alvéoles de la PPCO. La fibrose, il y a l'oral crépitant bien sûr, et il y a aussi l'hypocratie digitale à cause de l'hypoxie chronique.
Le diagnostic positif et étiologique de l'insuffisance respiratoire chronique. Bon, le diagnostic positif est affirmé par la mesure du gaz de sang. Le diagnostic est gazométrique de l'insuffisance respiratoire chronique. Mettons en évidence, premièrement, la PaO2 moins de 60 mm de mercure. Je ne parle pas de la saturation, je parle de la PaO2. D'accord? Parce que la saturation, bon, la PaO2, c'est par la gazométrie. D'accord, c'est la gazométrie. Distance d'un épisode aigu, le gaz de sang effectué à l'état stable peut révéler une hypercapnie. Bien sûr, on fait la mesure à l'état stable. On peut trouver une hypercapnie avec une augmentation de bicarbonate. Dans ce cas, le pH est normal. Ça veut dire quoi? Elle est compensée. Il y a une augmentation de bicarbonate. Il y a, premièrement, une hypercapnie. L'hypercapnie, ça veut dire acidose respiratoire. Et il y a la compensation de l'acidose respiratoire, c'est par l'augmentation de bicarbonate. D'accord. pH, il est égal à pKa plus logarithme de HC3- HCO3- moins sur la PaCO2. Bon, le pH est normal, ça veut dire elle est compensée. Il y a augmentation de la PaCO2. Attends, je vais changer la couleur. Bon, il y a augmentation de la PaCO2. Augmentation de la PaCO2, ça veut dire diminution de pH. Diminution de pH, pour compenser, il faut augmenter l'HCO3-. Augmenter l'HCO3-, le pH, il est normal. Précocement dans l'évolution de la maladie, atteinte de la pompe ventilatoire. Premièrement, si l'acidose respiratoire compensée, précocement dans l'évolution de la maladie, atteinte de la pompe ventilatoire, il y a aussi atteinte de la pompe ventilatoire, et tardivement, atteinte de l'échangeur. Il n'y a jamais atteinte de la vascularisation. D'accord? Ce n'est pas un problème de vascularisation. Le diagnostic étiologique, intérêt de l'aspiromètre. Parce que dans les PPCO, il y a un trouble ventilatoire obstructif, irréversible. Le TVR, c'est les pneumopathies. Les pneumopathies, il y a une diminution de capacité pulmonaire totale. Le VEMS sur la capacité vitale, normal, parce qu'il y a une diminution harmonieuse. La TVM, mixte, c'est dans les DDP, dans les microvésodoses et certains pneumoconioses. D'accord. Dans certains pneumoconioses, on peut trouver un problème mixte. Surtout je me souviens dans la silicose. Dans la silicose, il y a un problème syndrome restrictif. Il y a un syndrome obstructif, après un syndrome restrictif. Après, il y a les deux, c'est mixte. Et dans l'asbestose, c'est un syndrome respiratoire restrictif. C'est juste restrictif. Pour la radiothorax, on peut trouver de fasciprophie un élément d'orientation fondamentale. Il faut faire la radiographie complétée par la TDM, d'accord. Les autres examens, dans la FNS, on peut trouver une polyglobulée. Pourquoi? Parce que si on a trouvé une polyglobulée, c'est la chronicité de l'insuffisance. Elle est chronique, d'accord. Le CG, signe de distension. Même les cavités droites, à cause de l'insuffisance cardiaque droite, à cause de l'HTP, il y a une distension. Le test de marche de 6 minutes et l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, évaluation pronostic. On fait le test de marche, d'accord? Et on fait aussi l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort avec l'enregistrement au CG et tout. L'échographie, elle est systémique. Pourquoi? Pour mesurer la PAP, pour évaluer le retentissement parce que avec l'échographie on peut voir le corps droit, le ventricule droit. Dans ce cas, on veut savoir c'est quoi le retentissement de cette insuffisance sur le ventricule droit. Et aussi pour le dépistage. De l'insuffisance ventriculaire droite. Le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Rénale. Je sais pas, rénale. Traitement de l'insuffisance respiratoire chronique, traitement de la cause,
Bon, premièrement, pour traiter l'insuffisance respiratoire chronique, il faut traiter la cause. Il faut l'arrêt de tabac, réhabilitation respiratoire, d'accord? Et aussi, il y a l'oxygénothérapie de longue durée. Ah, pour corriger l'hypoxémie des patients insuffisants respiratoires chroniques et de lutter contre ces effets délétères, c'est surtout l'HTAP. Surtout les effets délétères de l'hypoxémie, c'est surtout l'HTAP. Ça veut dire l'hypertension de l'artère pulmonaire. Repose sur deux mesures de gaz de sang réalisées au repos. On fait deux mesures de gaz de sang. J'insiste, deux mesures au repos, en arrobant son oxygénothérapie à l'état stable, sans stress, sans exacerbation, au moins 2 semaines d'intervalle. Entre ces deux mesures, il y a 2 semaines d'intervalle. Ces indications. Pourquoi on fait la gazo dans l'insuffisance respiratoire chronique obstructive? L'indication. Pourquoi on donne l'oxygénothérapie à longue durée? Je donne l'oxygène à longue durée en cas des patients atteints de PPCO. S'il y a un patient qui a une PPCO, c'est une PaO2, elle est moins de 55 de millimètres de mercure. Sa PaO2, elle est moins de 55. D'accord, il y a deux cas. Si sa PaO2, elle est moins de 55, on donne l'OLD. D'accord, je vais schématiser. On a la PaO2. D'accord. La PaO2. Il y a deux cas. Si elle est moins de 55 mm de mercure, je donne l'OLD directement. Si elle est entre 55 et 60, il y a d'autres critères, comme la polyglobulée, comme l'hématocrite moins de 55, comme l'HTP, comme la désaturation la nuit. D'accord. Il y a d'autres critères. Parce que l'oxygénothérapie à longue durée, elle est très chère et aussi, elle est de longue durée. D'accord, on va détailler. Bon, la PaO2, elle est moins de 55. Et ou la PaO2, elle est entre 55 et 60 avec d'autres signes. Il y a la polyglobulée, l'hématocrite moins de 55. Il y a l'hypertension pulmonaire. Bien sûr, l'hypertension pulmonaire avec le cathétérisme cardiaque droit. L'échographie. On peut visualiser de l'hypertension. Les signes pour les signes cliniques d'insuffisance ventriculaire droite. On sait c'est quoi les signes de l'insuffisance ventriculaire droite, c'est les odèmes, surtout les odèmes du membre inférieur. Désaturation artérielle nocturne non apnéique. L'autre a des autres critères. Les autres critères avec si elle est entre 55 et 60. Aussi la désaturation nocturne non apnéique. La désaturation qui est non apnéique. Dans l'insuffisance respiratoire restrictive. Bon, on a parlé de l'obstructif, d'accord? Il y a deux cas, moins de 55 et entre 55 et 60. C'est dans l'obstructif. Mais dans le restrictif, l'indication de l'OALD, elle est plus simple. Elle est indiquée si la PaO2 est moins de 60. Si le patient a une PaO2 moins de 60, c'est une indication à l'OALD dans le restrictif. C'est simple. Les modalités de pratique de l'OALD, au minimum 15 heures par jour. D'accord. Imagine, de 24 heures, l'OALD, elle est 15 heures. On couvre la nuit. D'accord. La nuit et plus les périodes d'activité. Si le patient fait des activités, je préfère de le donner l'OALD 24 heures sur 24 heures. D'accord. Avec un débit nécessaire pour obtenir la PaO2, pour obtenir une PaO2 plus de 60. Une saturation plus de 80. Parce que la saturation plus de 80, c'est égal à PaO2 plus de 60. Et enfin, il y a le traitement chirurgical de l'insuffisance respiratoire chronique, c'est la transplantation. La transplantation qui ne peut être proposée qu'à un très faible nombre de patients. Bien sûr, sélectionner moins de 65 et sans comorbidité. Le pronostic et les risques évolutifs, dans la majorité des cas, elle est irréversible, d'accord, et elle est lentement évolutive. Et l'insuffisance respiratoire aiguë est le principal risque évolutif de l'insuffisance respiratoire aiguë.
et je vous remercie pour votre attention.